Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Au Nigeria, Boko Haram prend le contrôle d'une base militaire sur les rives du lac Tchad. Un nouveau coup dur pour l'armée dont l'inaction inquiète de jour en jour. Passation de service à l'Organisation internationale de la francophonie. La nouvelle secrétaire générale, Michaël Jean, a officiellement pris ses fonctions ce lundi à Paris. Les détails dans ce journal. Et enfin, la coopération maroco-malienne franchit un nouveau cap. Un accord visant à encourager la protection réciproque des investissements contre les pratiques frauduleuses sera bientôt ratifié. Au Nigeria, Boko Haram a pris le contrôle ce samedi de la base de Baga. Plusieurs villages des environs sont également sous leur contrôle. Un nouveau revers essuyé par l'armée nigériane dont l'inaction inquiète dans la région. Les explications d'Aminata Diak. La montée en puissance de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Le groupe islamiste a pris ce samedi 3 janvier 2015 le contrôle de la base militaire de la force multinationale de Baga à quelques kilomètres du lac Tchad et plusieurs villages de la localité. Les troupes nigérianes qui se trouvaient sur le site ont ainsi pris la fuite. Une nouvelle attaque qui, pour certains spécialistes, traduit une fois de plus la difficulté de l'armée nigériane à faire face à Boko Haram. Les événements de ce week-end qui contribue à renforcer le potentiel stratégique de Boko Haram, montre très bien que Boko Haram est en train de monter en puissance et il oblige, non seulement il est offensif, il oblige ses adversaires à une posture de riposte. Et ainsi, cette situation permet à Boko Haram de garder le contrôle de différents combats. Et ceci ceci rentre très bien en ligne de conviction que la meilleure stratégie c'est celle de l'attaque. Donc, au fur et à mesure que Boko Haram arrive à perpétrer des attaques à ses adversaires, ils obligent leurs ennemis à cette riposte et donc contrôlent le combat. Pour les observateurs, cette situation constitue également une victoire symbolique et stratégique pour le groupe armé. Elle remet également en cause la stratégie et les moyens mis en œuvre dans la sous-région pour lutter contre le groupe terroriste. Pour que les États de la région puissent faire face à cette menace qui devient transfrontalière, il faut vraiment une coalition internationale sur le plan régional, mais également sur le plan international, parce que les États de la région ne disposent pas de tous les moyens nécessaires pour combattre ce genre de menace. Boko Haram n'est pas simplement une force asymétrique, mais elle a cette capacité à allier menaces asymétriques et ripostes symétriques. Donc, pour lutter efficacement contre cette menace, il faut une conjonction de facteurs, une conjonction de puissances pour pouvoir endiguer la menace Boko Haram. La prise de la base de Baga inquiète beaucoup dans la région. Ces derniers mois, les insurgés se sont emparés de plusieurs villes dans le nord-est du pays. Cette nouvelle attaque intervient moins d'une semaine après l'enlèvement de 40 jeunes hommes dans le village de Malari, dans l'état de Borno. La nouvelle secrétaire générale, Michaël Jean, a pris ses fonctions à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie ce lundi. Elle avait été désignée le 30 novembre dernier par les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation lors du 15e sommet de la francophonie à Dakar, au Sénégal, pour un mandat de 4 ans. Les précisions de Richard Togbé et Aminata Diak. L'ancienne gouverneure du Canada, Michaël Jean, a pris officiellement ce lundi 5 janvier les rênes de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est lors du 15e sommet de la francophonie à Dakar, au Sénégal, le 30 novembre 2014, que les chefs d'État et de gouvernement de l'EIF l'ont élue au poste de secrétaire général de la francophonie pour un mandat de 4 ans. Elle compte mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour assurer la présence et le rayonnement de l'organisation internationale. La ligne est bien tracée, la feuille de route est claire, elle est précise. Mais le chantier est immense. Il n'y a pas d'homme ni de femme providentielle. Il y a des actions concertées, il y a des équipes, il y a une volonté à mener ensemble. Et j'aimerais que vous en ayez la fierté. Nous allons y arriver. Nous allons le faire aussi avec en tête tous les jours ces populations qui placent en nous aussi tous leurs espoirs, toute leur confiance. Nous le ferons avec conviction, avec assurance et avec imagination. Je tiens bien. Michaël Jean succède ainsi à l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, deuxième personnalité après l'Égyptien Boutros Ghali, à avoir occupé cet imminent poste après la création de l'organisation. Je pars avec une certaine tristesse.
J'aurai beaucoup de nostalgie, bien sûr, mais je pars rassuré d'être remplacé à ce poste éminent par Madame Michaëlle Jean, qui a toutes les qualités pour porter haut, très haut, le flambeau de la francophonie. Plus haut responsable de l'EIF, le secrétaire général assume 3 grandes missions en vertu de la charte de la francophonie. En plus d'être porte-parole politique et représentant officiel de l'organisation au niveau international, il met en œuvre l'action politique et diplomatique de la francophonie. Michaëlle Jean l'a promis, elle veut veiller à développer le partenariat économique entre États membres pour faire de la francophonie un grand espace d'échange économique. En République démocratique du Congo, l'ultimatum lancé aux rebelles hutus rwandais FDLR demandant leur reddition a expiré depuis le 2 janvier. Les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Afrique australe vont prochainement étudier les pistes à suivre quant au non-respect de cette règle. Birama Saunera. Le sommet de chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Afrique australe est prévu pour les 15 et 16 janvier prochains à Luanda, en Angola. Objectif, statuer sur le non-respect de l'ultimatum de désarmement volontaire donné aux combattants des FDLR. Cet ultimatum, donné par la SADC et la CIRGL, Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, a expiré le 2 janvier 2015. Cependant, il n'a pas produit les résultats escomptés. La première condition sine qua non, c'est de poser en Afrique qu'on ne négocie pas l'arme sur la tempe. Et que le dépôt des armes est un préalable nécessaire à une négociation qui ne peut être qu'une négociation politique. Cela signifie qu'en amont, lorsque on pose comme non négociable le dépôt des armes, il faut prendre les voies et moyens, y compris les moyens militaires, pour pouvoir atteindre cet objectif-là lorsque les délais qui ont été fixés sont dépassés. Nous sommes dans ce cas-là en RDC. Depuis le lancement de cet ultimatum en juillet 2013, seuls 337 combattants ont déposé les armes sur les 1300 combattants comptabilisés par les autorités congolaises en octobre 2012. Pour beaucoup d'observateurs, l'option militaire est devenue inévitable. Il faut s'attendre à cette réunion du 15 et du 16, c'est que les chefs des armées, qui sont les chefs d'État, donnent le go en ce qui concerne la décision qui, elle, ne souffre pas de discussion possible, à savoir, puisqu'ils n'ont pas déposé, je parle des FDLR, puisqu'ils n'ont pas déposé volontairement, maintenant, ce sont les opérations militaires de désarmement forcé. L'organisation de la région des Grands Lacs a appelé la MONUSCO et l'armée congolaise à prendre toutes les mesures pour désarmer les FDLR par la force. Ce sommet de Luanda permettra ainsi aux chefs d'État de la SADC de planifier les opérations militaires afin de procéder au désarmement forcé des rebelles de FDLR. Habib Essid est le nouveau Premier ministre en Tunisie. Suite à un accord politique, l'ancien ministre tunisien de l'Intérieur a été officiellement désigné ce lundi. Il est à présent chargé de former le futur gouvernement du pays dans un délai d'1 mois renouvelable une seule fois. Une loi pour protéger les investissements marocains au Mali. Le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta prépare un projet de loi en ce sens. Il faut dire que ces derniers devraient être en augmentation dans le pays et s'étendre à de nouveaux secteurs comme la recherche pétrolière mais aussi minière. Les précisions de Graziella Tiakounté. La coopération entre le Mali et le Maroc se porte bien. Mieux, elle se renforce et se diversifie. En effet, un projet de loi destiné à protéger les investisseurs des 2 pays contre les pratiques contraires au droit international devrait prochainement être soumis au Parlement malien. Objectif, stimuler de part et d'autre les flux de capitaux dans des conditions politiquement acceptables et économiquement avantageuses. Elle vise à sécuriser les investissements des pays africains entre eux parce que jusque-là, nous avons eu uniquement des avantages qui étaient accordés aux investisseurs hors africains en tant que tels. Et là, le fait que cette protection-là soit couchée dans la loi fondamentale qui est votée, au Parlement, par une loi votée au Parlement, est un avantage dans la mesure où on sait que les investissements marocains sont très très importants pour le Mali. Ce sont 2 pays qui sont frontaliers. À ce jour, le Maroc est leader dans le domaine bancaire. À noter par ailleurs qu'un autre projet de loi a été adopté par le gouvernement malien le 24 décembre dernier. Il prévoit la fin de la double imposition et vise à éviter l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu. La loi sur la fiscalité porte sur les 2 économies, à savoir les Maliens qui vont investir au Maroc et vice-versa. Donc je pense que
c'est la deuxième dynamique qui est beaucoup plus avantageuse dans la mesure où, sur pratiquement les 4 dernières années, le flux des investissements marocains au Mali représente environ, sur la période 2010-2012 à peu près, représente environ 157 milliards de francs CFA. La fiscalité, si vous voulez, est un outil qui est relativement efficace concernant les investissements internationaux. Lors de la visite de Mohamed VI, marquée par la conclusion de 17 conventions en février dernier, Bamako avait donné son feu vert pour accueillir davantage d'investissements marocains dans le secteur des mines, des banques et des télécommunications. Il incombe désormais aux différents départements sectoriels de concrétiser le contenu de ces conventions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.